Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un blockbuster qui a marqué les esprits puisque c'est un des tout premiers très gros blockbusters des années 90. Un film de Roland Emmerich. Vous aurez sûrement reconnu Independence Day. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc Independence Day, un film qui est sorti déjà depuis plus de 30 ans maintenant, puisqu'il est sorti en 96, avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Randy Quaid, d'une durée de 145 minutes. Il nous propose de l'action, des effets spéciaux saisissants, des scènes mémorables telles que la destruction de la Maison Blanche par des extraterrestres, etc., etc. Donc on aborde ce film qui raconte l'invasion d'extraterrestres venus piller les ressources de la Terre, devant lesquelles le groupe d'individus et de familles fuit et converge vers le désert du Nevada. Avec le reste de la population américaine, ils espèrent participer à une bataille de la dernière chance pour la survie de l'espèce humaine. Symboliquement, cette bataille a eu lieu le 4 juillet. Le 4 juillet, vous le savez, c'est le jour de la fête nationale américaine. Une suite que je n'ai pas vue s'appelle Independence Day Résurgence, est sortie en 2016. Donc je ne pourrais pas vous parler du second film que je n'ai pas vu, mais qui est encore réalisé par Roland Emmerich. Donc je le verrai, mais pas pour l'instant. La musique est de David Arnold, très bon score, signé ici. Voilà. Le synopsis. En 96, un radiotélescope du programme SETI capte des ondes émises par un vaisseau extraterrestre démesuré qui s'est immobilisé en orbite géostationnaire lointaine. Le Pentagone, averti de cette présence, décide de garder le secret de cette découverte. Peu de temps après, de gigantesques vaisseaux spatiaux entrent dans l'atmosphère puis prennent lentement position au-dessus de diverses mégalopoles mondiales. À Washington, le président des États-Unis, Thomas J. Whitmore, qui est joué par Bill Pullman, s'interroge sur la conduite à tenir. Alors évidemment, c'est un film américain, c'est d'un point de vue américain, et c'est les Américains qui sauvent le monde, évidemment. Donc, David Levinson, qui est joué par Jeff Goldblum, lui, autre protagoniste, c'est un analyste informaticien. Il découvre qu'un signal provenant du vaisseau extraterrestre et capté par un radiotélescope joue le rôle d'un compte à rebours. Il décide d'en informer en haut lieu en prenant contact avec son ex-femme, Constance Spano, qui est conseillère à la Maison-Blanche. Le président décide alors l'évacuation générale, mais il est trop tard. De chacun des vaisseaux surgit un rayon surpuissant qui détruit instantanément les buildings et tous les environs. Le lendemain, les lieux visés
ne sont plus que ruines et désolation. Le nombre de victimes est très lourd. Et c'est là qu'arrive notre cher Will Smith, Steven Hiller, capitaine de l'US Marine Corps, l'USMC, avec quelques survivants, le président Whitmore, qui a échappé de justesse à la destruction de la capitale à bord de l'avion Air Force One, décide d'organiser la riposte. Une première attaque aérienne massive est lancée sur les vaisseaux, mais aussitôt le combat engagé, les pilotes humains constatent que leur armement ne peut percer le bouclier énergétique qui entoure ceux-ci. Écrasés sous le nombre des chasseurs sortis des vaisseaux envahisseurs et équipés eux aussi de boucliers infranchissables, les avions de chasse sont abattus les uns après les autres. Et comme par hasard, sauf celui du capitaine Steven Hiller, Will Smith, qui parvient à mener son adversaire dans un dédale rocheux avant de l'aveugler avec sa toile de parachute et de le faire s'écraser. Hiller se retrouve dans le désert du comté de Lincoln, dans le sud-est du Nevada, en compagnie de l'extraterrestre qu'il a assommé et qu'il traîne derrière lui. Il est rejoint un peu plus tard par un convoi de caravanes, tracté par des personnes ayant échappé à l'anéantissement. Et il va les guider vers la zone 51, la fameuse zone 51, Roswell, dont on a beaucoup parlé. Dans les ruines de Los Angeles, Jasmine Dubrow, compagne de Steven Hiller, ayant survécu à l'anéantissement avec son fils Dylan, parvient à dégager plusieurs survivants des décombres, parmi lesquels, comme par hasard, la première dame des États-Unis, Marilyn Whitmore, dont l'hélicoptère s'est écrasé peu de temps après le début de la destruction de la ville. Thomas Whitmore se rend dans la zone 51. Il y apprend alors que ce n'est pas la première fois que les humains se sont confrontés à ces extraterrestres. Un chasseur extraterrestre s'est en effet écrasé en 1947, selon la fameuse histoire de Roswell, aux alentours de Roswell donc, et a récupéré dans la plus grande discrétion par l'US Air Force. De le laboratoire médical de la zone 51, des scientifiques entament l'ouverture de la combinaison biomécanique de l'extraterrestre capturé par Steven Hiller, toujours inconscient et tenu pour mort. Mais l'opération se transforme en désastre car l'extraterrestre se réveille soudain et tue les scientifiques présents par télépathie. Après une tentative de négociation infructueuse, l'extraterrestre est abattu alors qu'il tente de tuer le président américain. Ce dernier, ayant perçu quelques bribes du PC et des intentions belliqueuses de l'espèce extraterrestre, décide d'utiliser l'arme nucléaire pour détruire le vaisseau au-dessus de Houston. Mais une fois l'explosion dissipée, l'euphorie s'évanouit aussi vite qu'elle est apparue. Le vaisseau est protégé par son bouclier énergétique et est toujours intact. Désemparés, les rescapés ne savent plus quelle piste explorer jusqu'à ce que David Levinson, sous le coup d'une rude gueule de bois, et avec l'aide de son père Julius Levinson, ait une soudaine inspiration. L'idée à la fois d'une simplicité folle et d'une audace sans précédent, et aussi totalement irréaliste, c'est un gros trou du scénario, consiste à implanter dans le système informatique du vaisseau mère en orbite un virus informatique qui désactivera par signal satellite les boucliers de tous les vaisseaux extraterrestres. Donc, ça veut dire que David Levinson est programmeur extraterrestre. Pour moi, c'est la seule aberration du film, mais elle est là. Steven Hiller et David Levinson se portent volontaires pour piloter le chasseur extraterrestre
détenu dans la zone 51, est réparé par les scientifiques pour accéder au vaisseau mère et pour y mettre le virus. Pardon. Sur Terre, la contre-offensive planétaire est lancée le 4 juillet et Thomas Whitmore, le président, le mène personnellement à bord de son F-18 Hornet, très bel avion de chasse, tandis que le virus de David Levinson désactive les boucliers de tous les vaisseaux. Cependant, la trop faible puissance des missiles air-air ne permet pas de détruire ceux-ci, d'autant plus que les chasseurs extraterrestres se lancent dans la bataille pour protéger les vaisseaux mères. Alors qu'un vaisseau est sur le point d'émettre son rayon destructeur sur la zone 51, le pilote Russell Case, joué par Andy Quaid, qui ne peut tirer son dernier missile, bloqué, se sacrifie en lançant son F-18 dans l'émetteur du rayon, et les dégâts infligés à son arme principale entraînent une réaction en chaîne qui détruit tout le vaisseau qui s'écrase. Pendant ce temps, le chasseur extraterrestre, bloqué dans le vaisseau vert, Steven Hiller et David Levinson tentent le tout pour le tout. Après avoir tiré un missile pourvu d'une ogive nucléaire de très forte puissance qui s'est fichu dans la structure du vaisseau, ils parviennent à se délivrer du dispositif qui retenait le chasseur et à quitter in extremis le vaisseau mère avant que l'explosion nucléaire le désintègre. Steven Hiller et David Levinson, qui se sont écrasés dans le désert à leur retour, sont rejoints par Thomas Whitmore et leur épouse respective et assistent à la chute de débris du vaisseau mère. Pendant ce temps, on voit l'euphorie des autochtones de chaque région du globe, avec des vues sur des monuments ou paysages célèbres. On voit le Kilimandjaro, la pyramide de Gizeh, la Chine, la France. Bref, tout le monde est heureux grâce aux États-Unis, ainsi que des vaisseaux aliens en flammes qui se sont écrasés à côté. Voilà pour l'histoire, mes amis. Alors, c'est un scénario qui n'a rien d'exceptionnel, je vous l'accorde, mais le traitement était bon et c'est un bon film popcorn. Voilà, j'appellerais pas ça un chef-d'œuvre, hein. Roland Emmerich n'est pas réputé pour ça, mais c'est un bon réalisateur et il amène une bonne histoire. C'est un bon film popcorn, comme j'aime le dire. Il est devenu culte depuis, et ça c'est sûr. Le titre original, donc, c'est Independence Day. En français, c'est Independence Day, le jour de la riposte. C'était écrit tellement petit que tout le monde se souvient que de Independence Day. Le titre québécois, c'est le jour de l'indépendance. Hein. Ils traduisent en général littéralement le titre en français. Donc Roland Emmerich à la réalisation ainsi qu'au scénario accompagné de Dean Devlin. La direction artistique est faite par William James Teagarden. Qui sait que d'autres qu'on a en production déléguée, on a toujours Roland Emmerich avec Huth Emmerich, son épouse, et William Fay. C'est produit par la Centropolis Entertainment, présenté par 20th Century Fox, et c'est distribué par la 20th aux États-Unis et UGC Fox pour la France. Le budget est de 75 millions de dollars, ce qui paraît peu par rapport au AAA d'aujourd'hui. Les films, les blockbusters d'aujourd'hui, on est dans les 150 minimum. Et pourtant, ce film a rapporté énormément d'argent. Il a été tourné en deux versions. Une version 35 mm avec un ratio de 2/39e, c'est-à-dire du cinémascope Panavision, avec du matériel Panavision. Le son est du DTS son Dolby Digital SDDS DTS DTSX. Et il y a une version tournée en 70 mm avec un ratio de 2/20 pour le Panavision 70,
avec un son en DTS 70 mm. La durée, on l'a dit, est de 145 minutes, mais on a une version longue allongée jusqu'à 154 minutes. La première mondiale du film a eu lieu à Hollywood, en Californie, le 26 juin 1996, pour une sortie nationale, évidemment, le 3 juillet 1996, c'est-à-dire le jour précédent, la fête nationale. Pas malin les producteurs. En France, ça nous était totalement égal, puisqu'il est sorti le 2 octobre 1996. Il est classé déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis. En France, il est classé tout public. Jeff Goldblum y joue David Levinson. Will Smith y joue le capitaine Steve Hiller, doublé par Serge Falliou, le doubleur original de Will Smith. Bill Pullman y joue Thomas J. Whitmore. Margaret Collin, sa femme Constance Spano, pas sa femme, pardon. Randy Quaid, le pilote qui se sacrifie à la fin. Mary McDonnell joue la première dame Marilyn Whitmore. Voilà ce qu'on a. On a pas mal d'acteurs qu'on a vus souvent. On a Harry Connick Jr. qui joue aux côtés de Will Smith, capitaine Jimmy Whittler. Une de ses premières incursions dans le cinéma, une de ses seules à ma connaissance. Voilà. Pour le développement, Roland Emmerich et Dean Devlin ont l'idée du film lors de la promotion de Stargate, la porte des étoiles, imaginant l'impact qu'aurait l'arrivée de gigantesques vaisseaux extraterrestres à travers le monde. Ils écrivent un scénario en 30 jours et le soumettent au studio, dont Fox, qui achète le projet et accepte de le financer pour un budget de 69,5 millions de dollars. Donc il y aura un petit dépassement puisque j'ai annoncé 75. Emmerich et Devlin comptent finir le film avant Mars Attacks de Tim Burton, qui parodie le genre et devrait sortir en août 96. Oui, eux jouaient pas sur la fête nationale. Le titre du film, Independence Day, est donc choisi pour fixer la sortie, comme je vous l'ai dit, pour la fête nationale. Kevin Spacey est envisagé jouer pour le rôle du président Whitmore, qui revient finalement à Bill Pullman. Le personnage est modifié en conséquence pour le rendre bien intentionné dès le début du film. Le studio est très réticent que Will Smith joue le pilote, car l'acteur n'est pas assez connu à l'international. Pour imposer son choix, Emmerich menace d'amener le projet à Universal. Alors le tournage s'est fait à peu près dans tous les États-Unis. Il y a eu même en Suède, en Islande, en Égypte, en Tanzanie, en Australie. Roland Emmerich encourage les acteurs à improviser des répliques non prévues par le scénario. C'est notamment le cas de la scène où Will Smith traverse le désert de sel. Pour donner de la spontanéité au discours du président, Bill Pullman s'inspire de celui de Robert Kennedy à la suite de l'assassinat de Martin Luther King. La fin d'origine montrait Russell Case, le pilote qui donne sa vie, détruire le vaisseau ennemi à bord de son biplan, le pilote ayant été rejeté par les militaires avant la bataille. À la suite d'une réaction hilare du public lors d'une projection test, la fin fut modifiée peu avant la sortie du film pour que le personnage combatte dans un F-18 à la place de l'appareil qu'il a l'habitude de conduire. C'est un biplan pour répandre de l'engrais sur les champs. Voilà, c'était la petite anecdote. La bande originale est bonne. Elle est composée d'une quinzaine de morceaux. Rotten Tomatoes donne 65% au film pour 71 critiques. Allociné lui donne que 2 étoiles et demie.
parce généralement, il a reçu une mauvaise critique des journaux français. Hein. Vincent Ramy, dans sa critique de Télérama, voit dans le film une monumentale connerie, recyclage ranci d'aliens, rencontre du troisième type et autres croisières du Poséidon. Jean-Luc Wachausen, dans Le Figaro, résumait le film en 2h20 de trucage, d'images de synthèse, de combats gigantesques qui renvoient la guerre des étoiles et Top Gun au rang de charmants gadgets. Et Yann Tobin, dans Positive, jugeait que la niaiserie du scénario n'a d'égal que sa valeur symbolique et sociologique dans sa culture du politiquement correct. Il n'a pas tort, enfin, au sujet de la niaiserie du scénario, il n'a pas tort, parce que c'est encore les Américains qui sauvent le monde, et toujours comme d'habitude. Mais les critiques ont été assez dures. Mais c'est normal, pour à peu près tous les films populaires, les films popcorn, les critiques sont assez difficiles. Le film a quand même rapporté quasiment $1 milliard, puisqu'il rapporte 817 400 891 $, un des plus gros succès au monde, et surtout à l'époque. Le film ressort en 2010 dans une version longue édition spéciale, avec 8 minutes de scènes supplémentaires. Il a eu quand même l'Oscar du meilleur effet visuel et meilleur son, nommé au Saturn Awards, un Amanda Award, ça en Norvège, Award of the Japanese Academy, nommé, BAFTA Film Award, nommé, Blockbuster Entertainment Award pour Will Smith, MTV Movie Award, meilleur baiser pour Will Smith et sa femme Vivica A. Fox, qui est jouée par Vivica A. Fox. À l'époque, il n'était pas encore avec sa compagne d'aujourd'hui, dont je viens d'oublier le nom. Voilà, vous m'en voulez pas. Dans le commentaire audio du film, Roland Emmerich et Dean Devlin revendiquent l'influence de Star Wars, notamment pour la scène d'ouverture avec le vaisseau mère qui s'avance en contre-plongée vers la Terre. Dans le van de Russell Case, Troy, le plus jeune fils, regarde une scène du film Le jour où la Terre s'arrêta, 51, que j'ai couvert, dont je vous invite à écouter le podcast sur ma chaîne, à la télévision, dont la réception est perturbée par les signaux de communication des extraterrestres. L'idée de grands vaisseaux extraterrestres survolant les capitales du monde, ainsi que la scène où une adolescente se voit proposer de perdre sa virginité avant la fin du monde, sont clairement inspirés par la mini-série V, diffusée au début des années 80. L'image d'un ovni caché par un grand nuage renvoie à la rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Lorsque le capitaine Steve Hiller arrive à la base de la zone 51, avec un extraterrestre encore en vie, l'un des intervenants dit « Guess who's coming to dinner ?» Devine qui vient manger. C'est une référence au film Devine qui vient dîner de 1967 de Stanley Kramer avec Sidney Poitier. Lorsque David et Steve s'installent dans le vaisseau afin d'implémenter le virus dans le vaisseau mère, David installe son ordinateur portable et au moment de se lancer, une image d'accueil apparaît, laissant entendre une voix disant « Bonjour David ». Cette voix et l'image d'accueil sont des références au film 2001 L'Odyssée de l'espace de 68 de Stanley Kubrick et son personnage HAL 9000, l'image d'accueil et l'œil rouge de HAL 9000. Quand David et Steven s'échappent du vaisseau mère dans une course contre la montre, le premier s'exclame dans la version originale « Must go faster », faut aller plus vite, une référence directe et une réplique de Ian Malcolm, joué par Goldblum, lors de la poursuite du T-Rex dans Jurassic Park, sorti plus tôt. Il y a eu une adaptation en jeu vidéo du film, un peu oubliable, sorti en 1997 sur Windows, Saturn et PlayStation. Et en 2009, Roland Emmerich a annoncé non pas une mais 2 suites. Ils se dérouleront à notre époque, mais dans un monde qui a grandement évolué
grâce aux technologies extraterrestres récupérées sur les épaves. En février 2011, cependant, il signale que l'écriture du scénario n'a pas avancé. « Je refuse d'écrire quoi que ce soit avant qu'il n'y ait du neuf », a-t-il déclaré. Independence Day Résurgence sort en 2016. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes, si vous le pouvez, bien sûr. Et vous aurez droit, pour ceux qui s'abonnent sur Patreon, à un petit abonnement mensuel. Vous avez le droit à des épisodes inédits avec pas mal d'anecdotes de tournage, des répliques cultes, des concentrés de répliques cultes, etc. de ma sélection. Voilà. Merci, à très vite pour un nouvel épisode et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,